Bonjour Jérémy, une petite rencontre entre Belges sur le salon apparemment. Voilà, Denis. Voilà, donc toi tu représentes une société française qui est allée se baser aux États-Unis avec quelqu'un comme président qui s'appelle, mais comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Loïc quelque chose. Alors c'est Loïc Lemeur, évidemment ici sur le web. Mes questions elles sont simples. Aujourd'hui, précédemement, Sismic était le client Twitter indépendant. Il y a à peu près 6 mois, Sismic s'est fait prendre une culottée comme tout le monde par Twitter qui a dit on arrête les clients indépendants ou en tout cas on les aide plus aussi fort qu'avant. Le business de Sismic maintenant c'est quoi? Disons que là maintenant, le but principal de Sismic ce serait de migrer disons, les contenus publics donc de style Facebook, Twitter vers Chatter. Et donc c'est Chatter qui est un produit de Salesforce, donc plus du B2B. Donc c'est vraiment migrer le contenu B2C à la base vers du B2B et vraiment avoir une connexion entre ces deux assez distincte et en même temps assez présente. Parce que bon, il y a pas mal de contenus qui pourraient être utilisés sur des réseaux tels que LinkedIn, Facebook, Twitter, Google Buzz, qui pourraient être amenés sur Chatter et donc qui pourraient être utilisés en interne dans une société. Donc c'est vrai que là maintenant on est en train de viser un public beaucoup plus B2C en entreprise et ça attire d'autres clients et une autre optique aussi au niveau de notre stratégie de Sismic. Donc, pour parler simple pour les gens, ça veut dire que hier, Sismic, c'était le client Twitter. Aujourd'hui, c'est appliquer les mêmes logiques vers d'autres types de contenus comme Salesforce, bien connu des gens en entreprise, donc, mais aussi d'autres plugins. J'ai vu qu'il y avait des plugins. Tout à fait. Donc, sur Sismic, on est multiplateforme. On est sur le web, on est desktop, on est sur les mobiles. Et sur le desktop, Sismic Desktop 2, on propose donc un genre de marketplace avec différents plugins. Il y a un plugin YouTube, il y a un plugin Last.fm, il y a un plugin BlueKiwi, il y a un plugin Chatter. Donc il y a vraiment différents plugins et donc Sismic Desktop 2 devient une plateforme sur laquelle les développeurs peuvent développer en utilisant notre SDK. Peuvent développer donc différentes plugins pour intégrer notre produit desktop. D'accord. Sismic, il y a une version web, bien sûr. Exact. Il y a une version iPhone qui est arrivée assez vite. Il y a une version BlackBerry qui est arrivée dans la foulée. Une version Android. Et bah là, je te filme avec un Nokia. Est-ce que où ils en sont sur Nokia? Disons qu'on a travaillé assez étroitement avec Nokia pendant toute une période, notamment sur le N8. Mais malheureusement, on a dû abandonner le projet par faute de temps et de moyens. Et donc la plateforme était assez limitée aussi. Donc malheureusement, on a dû faire des choix. Et donc ça a été décidé au niveau du management. Loïc a décidé d'abandonner le développement sur Nokia. Donc là maintenant uniquement BlackBerry, Android, iPhone et Windows Phone 7. D'accord, on va continuer. Fragmentation, ça veut dire énormément de versions. Ça veut dire combien de développeurs chez Sismic pour les versions mobiles? Uniquement mobile, nous sommes plus ou moins à 2-3 membres par équipe, donc par projet. Donc ça ferait une bonne douzaine de développeurs uniquement pour le mobile. Alors, fragmentation toujours, hein, c'est un sujet à la mode, notamment sur Android, puisque vous n'êtes pas Nokia. Voilà. Des gens chez Apple aimeraient bien entendre dire que Android c'est dur, il faut faire plein de versions, il y a plein d'OS, plein de résolutions. En pratique, pour quelqu'un qui développe des applications, c'est vrai ou bien c'est un peu exagéré? Disons que disons que la structure est bien établie à la base, ça se fait très rapidement et très facilement. Moi personnellement, donc, je suis designer d'interface mobile, je travaille avec nos développeurs en Roumanie et disons que l'équipe a vraiment bien structuré l'application. Et moi au niveau disons, version, je dois donc designer les différents composants pour les différentes densités. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot, mais d'un autre côté sur iPhone c'est la même chose, il y a le Retina Display qui est sorti. Donc c'est une application, malgré tout il y a différents graphiques et il faut supporter toutes ces résolutions. Donc j'ai envie de dire le problème persiste sur différentes plateformes, tout comme Apple, à moins qu'on décide uniquement supporter le Retina, mais donc c'est un problème sur plusieurs plateformes, pas uniquement sur Android. Donc je dirais que le développement sur Android n'est pas forcément plus compliqué. Alors 12 développeurs, tu me dis, voilà. 3 versions, Windows Phone 7, il est évidemment dans les cartons, non? Exact. Dans les cartons mais disons que la version qu'on a sortie était assez... on n'a pas eu beaucoup de temps pour la développer. Et donc là maintenant on essaie vraiment d'itérer les versions au maximum et d'ajouter un maximum de services et de support aux versions. Donc
On a sorti une version qui est utilisable, mais il y a encore pas mal de choses qui vont arriver prochainement. Donc voilà, wait and see. Je rebondis et une dernière question, 12 personnes, on va dire 4 versions alors, ça fait beaucoup de temps, beaucoup de travail. Comment on monétise un client gratuit? Donc dans un premier temps, donc voilà, on a sorti une version free, mais c'est clair que sur du long terme, on sortirait des versions premium avec des modules qui ne sont pas inclus dans la version gratuite. Donc c'est un peu ça le business model autour des applications gratuites. C'est vraiment de lancer d'abord le produit pour se faire connaître, et puis par après, une fois qu'on a fidélisé les utilisateurs, on va sortir des versions pour des power users, des versions premium, disons, pour permettre à certaines personnes de maximaliser l'expérience sur les applications. Jérémy, merci, bonne fin de le web. Merci Denis, salut.